Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Catherine Baranger, IBM Digital Sales, responsable de l'organisation de ce webinaire qui a pour thématique l'utilisation d'une plateforme d'API Management, IBM API Connect, avec un cas d'usage chez Franc Finance. Les conférenciers de ce webinaire sont Nouaman Cherkaoui, directeur du système d'information FAP chez Franc Finance, Thomas Plantin, intégration digitale chez Astrakhan, et Julien Nagel, spécialiste des technologies hybrides cloud chez IBM France. Concernant la partie logistique que vous avez la possibilité de poser des questions donc tout au long de ce webinaire par le biais de l'onglet Q&A que vous avez en bas de votre écran et nous y répondrons donc à la fin. N'hésitez pas donc à poser vos questions tout au long de celui-ci. Vous recevrez demain le lien du replay avec le support de présentation donc en PDF. Et vous aurez également les coordonnées de nos conférenciers si vous souhaitez échanger ultérieurement avec eux. Je vais maintenant laisser parler les conférenciers Nouaman, Thomas et Julien qui vont se présenter et vous proposer donc l'agenda. Merci à vous et très bonne session. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, Nouaman Cherkaoui, je suis DSI du financement particulier au sein de Franc Finance. Je suis également co-directeur du programme de transformation avec la direction de marketing data science chez Franc Finance. Nous pilotons un programme qui se nomme TAD, TAD pour transformation et accélération digitale, et qui a comme objectif, entre autres, de mettre en place des capacités digitales, dont l'un des chantiers majeurs, bien sûr, l'API Management. Donc, plusieurs acteurs ont été concernés par ce projet. En plus des équipes MO et MO de la DSI, il y avait la direction de marketing data science, les métiers, les méthodes à la DSI, GTS qui est notre hébergeur exploitant du groupe SG, et bien sûr Astrakhan comme intégrateur, ainsi qu'IBM comme fournisseur de la solution. Et je passe la main à Thomas. Bonjour, donc moi c'est Thomas Plantin, donc manager de la partie intégration SOA API chez Astrakhan. Donc là je vais vous présenter rapidement l'agenda en fait de ce webinaire qu'on fait conjointement entre IBM, Astrakhan et Franc Finance. Donc dans un premier temps, Nouaman va nous présenter donc Franc Finance. Je vais vous présenter Astrakhan. Ensuite, Julien va nous présenter rapidement IBM API Connect. Nouaman reviendra sur la stratégie de Franc Finance. Par la suite, j'expliquerai un petit peu quels sont les différents composants d'API Connect que nous avons mis en place chez Franc Finance. On va parler un petit peu de tout ce qui est gestion des catalogues. Julien d'IBM va nous faire une démo justement sur la plateforme. Comment est-ce qu'on peut rendre accessible des API à différents partenaires via des portails développeurs différents. Donc un peu une ségrégation des API en fonction des partenaires que l'on a. On va revenir un petit peu sur la sécurité avec OAuth 2, la plateforme API Connect et Compliance OAuth 2. Donc on va voir un petit peu les types de sécurité qu'on peut mettre en place. Et enfin, on va discuter un peu de gouvernance. Donc ça va être moi et Nouaman pour voir un petit peu l'importance de la mise en place de la gouvernance pour une plateforme d'API Management dans une grande entreprise. Donc Nouaman, je te laisse te présenter Franc Finance. Alors, merci Thomas. Donc, Franc Finance, c'est une filiale détenue à 100% par le groupe Société Générale. Elle est spécialisée dans le financement des ventes, des biens d'équipement, destinés aux entreprises, ainsi que dans le crédit à la consommation en direction des particuliers. Cela fait presque 30 ans que nous opérons dans le domaine du crédit avec de belles positions sur le marché français. On est numéro 3 du leasing et numéro 4 du crédit à la consommation. Et ce sont bien sûr des positions qu'on compte maintenir, sinon faire évoluer. Nous accompagnons environ 3 millions de clients aujourd'hui. Et plus de 200 000 entreprises dans la réalisation de leurs projets de financement avec une diversité de produits et de services, ainsi qu'un esprit d'innovation concret et opérationnel. Nous avons un produit bancaire de 240 millions d'euros et entre 23 et 24 milliards d'encours gérés sur le marché des particuliers et des entreprises. Nous sommes globalement le leader du marché en open banking crédit de la place et nous avons un modèle BaaS, Bank as a Platform, qui est à la fois ouvert et précurseur en la matière, ce qu'on appelle couramment maintenant le crédit à service. Donc, nous opérons sur toute la chaîne de valeur, depuis la distribution jusqu'à la gestion et le produit de services annexes, depuis la partie parcours souscription, scoring évidemment, portage de risque et d'éthique et toute la partie services après-vente. Globalement, le business model Franc Finance repose sur plusieurs piliers et propose de nombreuses solutions de financement directement au par l'intermédiaire de nos partenaires.
Il y a plusieurs axes, donc dans celui du financement des ventes, de nos partenaires, dans une relation, vous l'avez bien compris, producteur-distributeur, mais aussi avec d'autres acteurs de la nouvelle économie en architecture ouverte, avec une démarche agile, en co-construction. Et c'est pas un mot à la mode, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait et qui est dans notre ADN, avec des processus bien huilés et très simples et alignés avec les besoins de nos partenaires. Donc il y avait bien sûr les acteurs traditionnels comme les banques, les assureurs, et les néobanques, mais on avait aussi les acteurs de la nouvelle économie comme les comparateurs et les fintechs. On aura le temps de revenir bien sûr sur l'ADN partenariat. Et comme vous l'avez bien compris, l'esprit de partenariat fait partie de notre ADN depuis l'origine et nous renforçons nos positions sur ce créneau grâce à un certain nombre d'innovations et d'évolutions dans celui de l'API Management. Et je passe la main à Thomas. Merci. Donc oui, alors là, je vais vous présenter rapidement Astrakhan. Donc Astrakhan, nous sommes une société de conseil qui a été fondée en 2012 par François Rivard. Aujourd'hui, nous sommes 42 collaborateurs avec un chiffre d'affaires pour l'année précédente d'un peu plus de 4 millions d'euros. Notre société de conseil, elle est découpée en plusieurs équipes. On a une équipe Digital Future. Donc là, on voit avec un petit peu toutes les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou blockchain. On a une équipe sur l'architecture d'entreprise. Une équipe que moi je gère en tant que manager sur le middleware, DevOps, API Management et Cloud. On a une nouvelle équipe qui vient de se créer, qui est une équipe data, avec des data engineering, data scientists, donc tout ce qui est MDM, gestion de la donnée. Et nous avons un grand pôle, qui est, je pense, le principal pôle actuellement, qui est sur l'agilité. Donc nous avons des coachs agiles, nous avons des Scrum Masters, nous avons des Product Owners. Nous sommes aussi un organisme de formation sur l'agilité. Donc quand on regarde, en fait, on voit que chez Astrakhan, on a pas mal de grands clients. On a à la fois des banques, on a aussi des retailers comme Decathlon, où on a beaucoup de services, généralement des grosses entreprises. Moi actuellement je travaille chez Danone par exemple sur des technologies de middleware IBM. Donc notre force effectivement c'est d'aider les clients dans leurs projets de digitalisation au niveau de la gestion des projets, au niveau technique avec nos pôles TI comme middleware, data et Digital Future. Donc maintenant, je vais passer la main à Julien pour présenter IBM API Connect. Oui, merci Thomas. Donc effectivement, moi je suis au sein d'IBM France spécialiste technique sur les technologies qu'on met dans un segment hybride cloud. Dans ce segment, vous avez en particulier les solutions d'intégration interapplicative et en particulier ce qui va concerner l'API Management. Donc effectivement, je vais décrire rapidement ce qu'on atteint comme objectif avec une solution d'API Management d'abord. Le but, c'est de évidemment créer des API et de gérer leur cycle de vie. On va être capable avec ce type de plateforme de sécuriser l'accès à ces API, ce qui est une composante clé. Et on va être capable de partager ces API. C'est la notion de sociabiliser tout l'écosystème autour des API. C'est un peu le diagramme qu'on voit en bas à gauche. On ne s'amuse pas à faire des API juste pour faire de la technique, on s'amuse à faire des API pour valoriser déjà une mine d'or qu'on a dans toutes les entreprises aujourd'hui au niveau informatique, c'est les données tout simplement. Les API sont le meilleur moyen d'exposer toutes ces données et de les valoriser. Et donc pour que le résultat business arrive le plus vite possible et avec la meilleure qualité, il faut un écosystème qui s'établisse autour de ces API. Et donc on va voir que être capable de partager ces API de façon sécurisée et via des catalogues qu'on peut vraiment gérer de façon fine, donner les bons accès, pouvoir donner des catalogues différents suivant les partenaires qu'on va avoir, c'est clé pour avoir un grand succès avec tout ce monde des API. Donc on va détailler un peu plus tard dans notre webinaire les fonctions qu'on peut amener avec la solution d'IBM qui s'appelle API Connect. Voilà. Maintenant, ça va être Noaman qui va nous présenter un peu la stratégie de Franc Finance autour du projet d'API Management.
Alors, vous l'avez bien compris, Julien l'a bien précisé, la stratégie technologique de Franfinance, elle est bien portée par une stratégie business. On n'est que la déclinaison des ambitions de la maison, les ambitions par rapport à un marché qui devient volatile. On a compris qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de pure player et les fintech, on est sur une économie de niche, une économie qui est en train de chercher un petit peu dans le recoin pour travailler le client, chercher des données, pour les faire valoriser. Donc voilà, c'est un enjeu majeur qu'on a aujourd'hui. Le deuxième enjeu qui est hyper important aujourd'hui, qu'on est en train de travailler sur la technologie et devient un facteur d'acquisition de clients. On est en vie, mais aussi le client cherche aujourd'hui un univers qui soit ouvert. Les clients aujourd'hui demandent à leur banque ne pas avoir une vision monolithique et en silo. Ils veulent avoir une vision unifiée d'un certain nombre d'offres de services, comme celui du crédit, qui est une offre majeure dans une offre bancaire. Donc voilà. Donc le marché aujourd'hui est en train de bouger, il est en train d'être disrupté et on est en train de revoir un certain nombre de critères et de repères qui sont en train de changer et nous avons l'obligation de répondre à ces stratégies-là. Donc plusieurs objectifs on a aujourd'hui. Le premier majeur qu'on a aujourd'hui, c'est mettre une stratégie d'API first qui permettrait justement à nos équipes que toutes les nouvelles API qui sortent soient en mode API 2.0. C'est un choix technologique qu'on a pris et c'est une orientation qu'on est en train de pousser pour notre SI parce que ça va aider deux choses. Faciliter l'intégration avec des partenaires de place et des fintech notamment. Et deuxièmement, permettre aussi une évolution du SI sans forcément tout casser, qui permettrait à la fois de gérer des échanges intra-briques et intra-applicatifs et en même temps permettre d'exposer de nouveaux services, de nouvelles données à nos clients externes. Vous l'avez bien compris, en fait, le métier du crédit, c'est un métier de tech et de data, technologie et données. Donc on a l'obligation aujourd'hui de faire évoluer notre patrimoine, de vouloir exposer mieux nos données, de vouloir mieux les exploiter, mieux les présenter, mieux les valoriser. Donc peut-être ça va pousser à avoir des nouveaux business models qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, à savoir une valorisation de l'API par une monétisation de l'API. Ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui, ça peut être un atelier spécifique pour voir comment on peut le faire. Mais aujourd'hui, la stratégie de Franfinance, c'est vraiment de conserver, de maintenir et de faire évoluer sa position de leader de l'open banking grâce aux API et grâce à l'API management, dont on verra les compteurs et les compositions par Thomas dans la minute qui suit. Thomas ? Merci. Donc voilà, on va discuter un petit peu de la plateforme API Connect telle qu'elle a été mise en place chez Franfinance. Donc, je vais revenir rapidement sur les différents composants importants de l'API Manager. Donc là, nous avons dans un premier temps l'API Manager qui va permettre de créer, déployer les API, créer les catalogues et les produits. On verra tout à l'heure justement avec Julien un petit peu cette interface. Nous avons l'API Gateway. Donc l'API Gateway qui se base sur Data Power, le produit d'IBM, qui elle, cette plateforme va contrôler et sécuriser les accès aux API avec soit de la gestion de trafic, parce qu'il y a une notion de quota et des choses comme ça. Il va y avoir aussi la sécurité, au 2 là qu'on va réexpliquer par la suite. Il y a ensuite le composant qui est finalement le seul composant qui est visible par nos clients consommateurs, qui est le développeur portail. Donc sur la technologie Drupal qui a été choisie par IBM. Donc là, ça nous permet d'avoir un portail développeur accessible à nos partenaires qui va présenter les API, qui va présenter la documentation et qui va leur permettre de tester les API. Donc ça aussi, on verra avec Julien lors de la démo. Ce qui a été intéressant dans le cadre du projet que nous avons fait avec Franfinance, c'est qu'aussi, ils sont entièrement customisables pour avoir le look and feel choisi par le client, puisque c'est une technologie Drupal qui est bien connue. Et un des derniers composants, c'est l'API Analytics, qui va nous permettre d'avoir une représentation visuelle de tout ce qui est la consommation des API par nos partenaires, remonter s'il y a eu des erreurs, des choses comme ça. Alors, dans le cadre de Franfinance, nous avons fait une installation à base d'OVA VMware. IBM nous propose deux types d'installations, donc une installation avec VMware ou une installation avec Kubernetes. Donc, Franfinance avait choisi une installation avec VMware, ce qui permet de faire une installation assez rapidement dans le SI de la Société Générale. Nous avons mis en place deux environnements, un environnement hors prod et un environnement de prod. Donc l'environnement hors prod, lui, il va avoir plusieurs
environnements entre guillemets comme le développement, comme l'homologation, et puis on va avoir différents types de l'homologation. Et puis on va aussi créer plusieurs portails développeurs qui vont permettre effectivement de tester les API et de commencer à créer les applications consommatrices. Naturellement, nous allons sécuriser l'accès aux API. Donc là, on reverra après par la suite un petit peu aux deux quels sont les types de sécurité, d'autorisation, identification qu'on a mis en place. Et puis il y aura une discussion par la suite parce que c'est pas fini à ce niveau-là chez Franc Finance. Et on a eu aussi une approche DevOps, c'est-à-dire qu'on a aidé Franc Finance à essayer d'automatiser le déploiement des API. IBM nous fournit des binaires qui nous permettent de automatiquement appeler l'API Manager via des scripts pour déployer les API. Donc, on a développé des scripts avec les gens de Franc Finance pour pouvoir déployer automatiquement à partir d'une interface d'un scheduler, pouvoir, une fois que l'interface de l'API, donc le Swagger, est validée, le déployer sur un API Manager dans l'environnement qui nous intéresse. Donc voilà. Par la suite, on va parler de catalogue, le choix de catalogue interne, externe. Je reviens, on avait dit pour le raison du choix, parce qu'une des questions qui a été posée, pourquoi ce choix-là? Donc rapidement, vous avez compris qu'on avait fait de route en transformation qui a fait dans la durée. Donc on a mis en place une volonté, une orientation claire d'exploiter le potentiel des capacités digitales de ces nouvelles technologies, qui sont grosso modo sur 3 niveaux: la data, la technologie, les applications. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit un moteur de la transformation, de l'expérience client, de l'expérience opérationnelle, et aussi il y a une partie organisationnelle et culture. On n'a pas d'innovation pour l'innovation, il y a bien un aspect culturel qu'il va falloir pousser et évoluer. Alors pourquoi ce choix a été apporté d'une plateforme d'API Management? Pour 3 raisons principalement. Le premier, c'est, il l'a bien dit Thomas, la création d'un portail développeur. On va tout à l'heure voir avec Julien comment a été développé, à quoi il sert. Et nécessairement, il va faciliter l'accostage de nouveaux partenaires qui vont permettre demain d'ouvrir plus d'API en mode open banking. Le deuxième niveau de raison de choix qui a été opéré, c'est un haut niveau de sécurisation des accès du SI. On va y revenir sur O2, l'identification, l'authentification, les habitations et tout ce qui va avec. Il y a un troisième niveau de décision qui est donné à des leviers pour disposer d'une capacité à monitorer l'activité sur les API, de fixer des SLA. Aujourd'hui, on a des web services et c'est compliqué de sortir des KPI et des SLA sur le sujet. Maintenant, avec l'API Management, c'est plutôt possible. Et peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvoir monétiser la fourniture de certains API demain, et si possible, dans un autre business model. Bon, globalement, la brique d'API Management joue alors un rôle clé pour référencer plusieurs interfaces, à gérer de manière centralisée toutes les fonctions d'authentification. Donc, ça va alléger le web service qu'on a aujourd'hui, parce qu'on va les déporter de l'API Management. Gérer la documentation des API via Swagger, Thomas l'a bien dit, et gérer aussi le cycle de vie des API. Donc, voilà pourquoi cette gestion de l'ensemble des interfaces fait de l'API Management un facteur majeur qui va aller au niveau microservice pour former de nouveaux services à valeur ajoutée. Ce qui fait cet outil un outil essentiel pour la transformation, bien sûr, de la donnée, mais aussi un aspect stratégique pour l'évolution de demain qu'on veut faire. Donc, tout de suite, on va voir avec Julien la présentation de la partie portail. Si Julien, tu peux reprendre la main. Oui, ok. Donc c'est bon sur la présentation des portails internes et externes. Donc je vous demande juste quelques secondes le temps que mon partage d'écran se lance. Et peut-être Thomas ou Aman, vous me direz si vous voyez bien mon écran, parce que je suis un peu en aveugle. Oui. Alors, hop, c'est en train de se lancer. Encore quelques secondes, je pense. Et ça devrait apparaître. C'est censé s'afficher. Est-ce que vous avez... Ok, c'est bon. Très bien. Ok. Donc je vais illustrer vraiment en 5 minutes chrono, si j'ose dire, quelques-uns des principes qu'on a décrits auparavant. Donc ça va être cette notion effectivement d'associer des API à un ou plusieurs catalogues pour que effectivement mes partenaires puissent utiliser ces API et qu'on puisse bien séparer les choses entre ces différents partenaires qui n'ont pas forcément envie de voir ce que font les uns et les autres. Alors,
là, je suis dans l'interface principale de l'API Manager, de l'API Manager, donc qui est le composant principal de API Connect, la solution. On va avoir une partie développement, bien évidemment. Donc, quand je développe, je vais typiquement produire, interfacer, proxifier, assembler, etc., des API. Et donc, évidemment, là, j'ai une liste très restreinte, parce que je fais très simple, mais on voit qu'ici, j'ai 2 API, manifestement. Vous voyez que j'ai j'ai 3 choses de type API, et j'ai deux choses de type produit. Donc, la notion de produit, ça nous permet de regrouper les API de façon logique entre elles. C'est vraiment la notion de packaging produit. Je vais pouvoir regrouper mes API par, pourquoi pas, notion fonctionnelle, et packager tout ça dans des produits. Donc, dans cette petite démonstration, j'ai fait très simple. J'ai une API de cote, de cotation, qui est disponible dans 2 versions. En fait, vous voyez qu'il y a une version 1.0 et une version 2.0. Et en fait, chaque version a été packagée dans un produit. J'ai un seul produit quelque part, mais à nouveau, j'ai 2 versions de ce produit. Donc en fait, la version 1 du produit cote contient la version 1 de l'API cote, et la même chose pour la V2. Donc tout ça, c'est très très simple. Et donc, si je regarde un peu une API, comment ça se déclare, donc il y a toute une partie développement. Donc on peut utiliser des services graphiques pour manipuler une API. Là, elle est hyper simple parce que c'est juste une invocation d'une API, servie par ailleurs. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, ça va être de définir des notions de sécurité sur l'API déjà. Donc, dans la petite démo que je vais faire, je vais passer par un mécanisme très standard qui est la notion d'API key. Mais comme le disait Thomas, et on expliquera un peu de quoi il tourne, on peut associer d'autres protocoles comme OAuth2, OIDC et autres protocoles très adaptés au monde des API. Je ne vais pas vous décrire, je vous rassure, toutes les fonctions qui sont possibles d'associer à l'API. Donc retenez que j'ai à disposition 2 versions d'une API. Donc la question qui va se poser, c'est par rapport à 2 partenaires que j'ai, l'un a besoin de la V1 de l'API, l'autre a besoin de la V2, parce qu'on va dire que c'est le besoin actuel qui peut changer plus tard, bien sûr. Comment je m'assure que chaque partenaire voit que ce qu'il concerne. Donc pour ça, je vais passer par la notion de catalogue. Je peux créer autant de catalogues que je veux, si j'ose dire. Et donc je vais pas le faire maintenant, je l'ai déjà fait en avance de phase. J'ai un catalogue pour mon partenaire 1 et un autre catalogue pour mon partenaire 2. Donc si je vais dans le premier catalogue, vous vous doutez que je vais retrouver ce que je vous avais décrit, le fameux produit cote dans sa version 1.0.0, c'est-à-dire l'API dans sa version 1.0.0 également. Vous vous doutez bien que si je vais dans le catalogue du partenaire 2, c'est la version 2.0 de l'API qui va être disponible dans ce catalogue. Donc ça, c'est un aspect de définition très simple des catalogues. Au final, vous vous doutez que vous aurez des dizaines de produits avec potentiellement des centaines d'API, évidemment, dans tous ces produits. Tout ça packagé mis à disposition, je devrais dire, via des catalogues. Donc ce qui est important par rapport au catalogue, c'est de savoir qui va le consommer. Donc on va avoir un 3e niveau, si j'ose dire, qui peut être la notion de client final quelque part. En fait, le client ici, ça va être l'application consommatrice de l'API. Donc juste pour fixer les choses, vous pouvez retenir que le partenaire 2 va être représenté par une entité physique, en l'occurrence quelqu'un qui s'appelle Jack Morris, parce que vous verrez que je me log en tant que Jack plus tard. Et le partenaire numéro 1 sera représenté par une organisation consommatrice qui va se concrétiser par un utilisateur qui s'appelle Joe Dalton. Bon, on aura Joe et Jack, et donc Joe, c'est mon premier partenaire, et Jack, c'est mon 2e partenaire. Donc, comment ça se met en musique au final ? Tout simplement, voyons voir maintenant le point de vue des utilisateurs de ces API. Ces utilisateurs, à un moment, ils vont avoir besoin d'accéder à un portail où seront mises à disposition les API qu'ils pourront utiliser. Donc, en tant que API Manager, évidemment, à un moment, je vais configurer des sites, en fait. Le portail lui-même peut être séparé en plusieurs instances, logiques. Et donc, là, vous voyez que pour mon partenaire 2, comme par hasard, j'ai une URL vers un portail qui finit par partenaire 2. Et je vous le donne en 1000. Pour mon partenaire 1, j'aurai un autre site, en fait, un autre portail, une autre instance logique, en tout cas, dont l'URL, évidemment, est un peu différent. En l'occurrence, elle finit par partenaire 1. Donc voilà, je vous ai expliqué comment on sépare bien les choses. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne concrètement. Donc, je vais
prendre le rôle de Joe d'une part. Alors à ce stade, en fait, j'accède au premier portail, au portail du partenaire 1. Je ne suis pas authentifié. Donc déjà, juste pour vous montrer, vous vous rappelez que c'est Jack, en fait, qui peut se connecter au deuxième portail. Là, si je me connecte en tant que Jack, ben, en fait, je suis refusé puisque je ne suis pas autorisé sur le portail du partenaire 1. Donc, je vais me connecter en tant que Joe. Et là, ça devrait mieux se passer. Donc là, effectivement, j'ai pu accéder, je suis bien connecté en tant que Joe dans ce portail. Donc, pour vous montrer ce que je peux faire, évidemment, là, c'est pas très spectaculaire, je n'ai qu'un produit et qu'une API disponible à l'instant T, mais en tout cas, c'est celle qui m'intéresse, c'est bien la version 1.0 de l'API. Autour du portail, il va y avoir toute une notion d'écosystème et de sociabilisation, comme je l'ai expliqué. On peut instancier des forums, on peut noter les API, etc., etc. Il y a un aspect documentaire qui est évidemment clé. Point important aussi, c'est que le portail, vous le voyez, vous le voyez pas, mais là j'ai mis un petit logo gâteau d'anniversaire, et c'est juste pour dire que le portail est customisable. Donc c'est ça aussi, on va pouvoir vraiment faire apparaître le catalogue d'API en fonction de la marque, par exemple, on peut parler de marque blanche, en tout cas en fonction des chartes graphiques que auront nos différents partenaires. Tout ça, c'est customisable, et évidemment, le partenaire lui-même, s'il le souhaite, pourra avoir un accès admin au portail pour le customiser, comme je l'ai fait ici d'ailleurs. Si, juste pour vous montrer le look and feel que pourra avoir le deuxième portail, donc là, j'ai pas une énorme différence, mais on voit que sur le portail 1, j'ai mis un petit gâteau d'anniversaire en haut pour faire un happy birthday. Et sur le deuxième portail, j'ai pas tout à fait les mêmes messages et les mêmes images. Voilà. Donc on peut évidemment aller beaucoup plus loin dans la customisation. Il s'agit de la solution open source Drupal, qui est un vrai CMS, comme on dit, qui permet vraiment de customiser complètement cette interface. Bon, alors regardons juste comment je peux maintenant consommer une API. Là, je serai plutôt un développeur d'application et je vais avoir besoin de tester cette API, comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon applicatif. J'ai besoin de voir un peu concrètement comment elle fonctionne, cette API. Donc c'est très simple, je clique sur le produit. Dans le produit, je vois que j'ai des API. Là, c'est très simple, j'en ai qu'une. Je vais aller sur cette API et effectivement, rapidement, je vais me demander, tiens, à quoi elle sert, où est la documentation. Donc tout ça, évidemment, l'interface permet d'avoir toutes les informations qui vont bien. Mais à un moment, je vais vouloir tester des opérations de l'API pour voir comment ça réagit. Donc, je vous le montre en direct. J'ai une option try it et c'est en direct. Je vais demander de générer un exemple de requête et je vais envoyer un petit send pour que le résultat apparaisse. Là, j'ai fait exprès de ne pas me loguer sur le deuxième portail parce que vous voyez que c'est bien sécurisé à ce niveau-là également. On voit que je ne suis pas autorisé, c'est-à-dire que même si l'API est, visible et atteignable en termes de documentation dans le portail, vous voyez que parce que je ne me suis pas logué, en fait, je n'envoie pas le fameux API key que je vous avais expliqué tout à l'heure, et du coup, désolé mon ami, mais tu ne peux pas t'amuser à tester cette API comme ça. Donc, je vais me loguer cette fois-ci en tant que Jack, puisque je suis le partenaire 2, et je vais juste refaire la même chose, aller sur mon API et essayer de tester le même endpoint. Et donc, un petit coup de try it. Cette fois-ci, normalement, voilà, j'ai un 200 OK et j'ai bien le résultat de l'invocation avec un vrai calcul par rapport à cette demande de cotation qui me donne une mensualité par rapport à un emprunt qui sera fait sur 3 ans en l'occurrence. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur la démo. Ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est cette notion de fourniture de catalogue, vraiment adaptable à l'écosystème des API que vous allez avoir dans votre entreprise. C'est vraiment très important, comme on l'a dit tout à l'heure, que cet écosystème puisse être servi de la meilleure façon possible. Et donc, ces notions de catalogue, d'organisation consommatrice sont des concepts natifs à la solution qui peuvent être mis en place donc très rapidement et de façon très flexible. Voilà. J'arrête là pour la démonstration et je pense que je repasse la main à Thomas. Je vais donc arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse reprendre sur la Merci présentation. Julien. Merci. Là, si vous voyez le slide, effectivement, l'image que vous voyez au milieu du slide, c'est le look and feel qui a été choisi par Franc Finance pour ces portails développeurs. Donc là, on voit bien quand même que on a vraiment le look qui n'est plus celui par défaut du développeur portail IBM
mais vraiment un look spécifique avec des chartes graphiques, des logos, et on peut même changer la navigation. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'Auth 2, qui va être finalement les protocoles de identification et d'autorisation qui vont permettre à des consommateurs d'appeler nos API. Donc là, on a trois notions importantes qu'on a définies, enfin qui sont définies dans Auth 2 de base. Donc le ressource owner, qui est finalement donc notre partenaire consommateur, là, soit une application web ou une application mobile, donc qui va demander à consommer une API. Il va y avoir un serveur d'autorisation qui lui va essayer de s'assurer de l'identification et de la personne qui fait une demande d'appel à une API, en tout cas demande de l'autorisation de pouvoir faire un appel à une API. Et le ressource serveur, donc qui est la gateway, qui va valider le token d'autorisation et qui va appeler la fameuse ressource, donc l'instance de l'API, le web service ou ce qui aura été développé et déployé. Nous avons, dans le cadre du projet Franc Finance, dans un premier temps, utilisé un concept qu'on appelle le Client Credential, ce qui est associé en fait avec la notion de partenaire consommateur, lorsque le partenaire, c'est une consommation de serveur à serveur, ce qu'on appelle machine à machine. Donc en fait, une application web ou une application mobile qui veut appeler nos API. Donc dans ces cas-là, pour chaque partenaire, comme on a vu avec Julien, on a donc un catalogue, un produit et un portail développeur. On va fournir à notre partenaire un client ID et un client secret. Donc en fait, ce sont deux clés que va utiliser donc l'application partenaire pour appeler le serveur d'autorisation et demander un token qui va lui permettre, un access token qui va lui permettre par la suite d'appeler les API. Donc l'autorisation de serveur valide que le client ID et client secret il existe. Il va renvoyer au ressource owner, donc à l'application, un token. L'application va mettre ce token dans ses headers HTTP et va appeler automatiquement la gateway, donc les URL des API telles qu'elles ont été présentées dans le portail développeur. Donc là, la gateway, elle valide que le token il est bon. Elle valide que effectivement cette application, elle a le droit d'appeler cette API, et elle valide aussi la notion de quota, parce qu'on peut définir aussi des quotas d'utilisation d'API pour un partenaire. Donc elle s'assure que tout ça est respecté, et si c'est respecté, cette fois-ci on appelle l'instance du microservice et on renvoie la réponse à l'application. Donc ça c'est vraiment dans un aspect machine à machine. Mais souvent, de plus en plus, notamment dans l'open banking, on va avoir besoin de l'information de l'utilisateur final, qui est la personne qui est derrière finalement l'application mobile ou l'application web. C'est important, d'abord d'un point de vue analytics, et puis parce que ça va véhiculer peut-être des informations comme un numéro d'identification du client ou des choses comme ça. Donc dans ces cas-là, on va avoir un protocole qui va être un petit peu plus long entre guillemets, donc c'est plus un protocole authorization code, où là cette fois-ci la première chose c'est que l'authorization server va rediriger l'application consommatrice donc vers un portail de login. Donc là on va avoir une sorte de fédération d'identité derrière où là le client final va mettre son user password personnel, ou alors utiliser, si on utilise une fédération d'identité comme celle de Google ou de Facebook, ces informations spécifiques. Et là, la fédération d'identité va valider le user mot de passe, va renvoyer un token ID. Et là, cette fois-ci, avec le token ID plus les informations type client ID, client secret, on va de nouveau avoir un token. Donc dans ce token-là, il y a beaucoup plus d'informations. Et par la suite, on va pouvoir appeler les ressources serveurs. Donc le ressource serveur, donc la gateway. Et cette fois-ci, ça va être beaucoup plus intéressant. Déjà au niveau, il a finesse sur les droits d'utilisation des API, qui peut être beaucoup plus fine. Un utilisateur final peut avoir le droit au niveau
d'une API à certaines ressources. Alors quand on appelle ressources d'une API, ça va être, on va dire, les différentes méthodes qui sont exposées au niveau du microservice. Et donc, en fonction de l'utilisateur final, on n'a pas nécessairement les mêmes droits. On peut imaginer qu'une application, un utilisateur final administrateur peut avoir accès à des ressources que n'a pas un utilisateur final client classique. Donc toutes ces informations-là, elles vont être validées et on va pouvoir les retrouver aussi dans la partie Analytics, à savoir qui a appelé quelle API et quelles ressources de quelle API, quand, comment, et avec toujours la même notion de quota et de validation de ces droits. Donc là, je vous ai présenté brièvement en fait les deux protocoles importants. Le deuxième protocole qui est plus avec la notion d'utilisateur final est en cours de réflexion chez Franck Finance. Voilà. Donc par la suite, je vais brièvement rappeler un petit peu l'importance de la gouvernance et puis je laisserai la main à Nouhaman pour qu'il explique au niveau de Franck Finance comment cette gouvernance a été mise en place et avec quelle personne ou en tout cas quelle équipe. Nous, au niveau de l'équipe middleware, pour nous c'est très important que l'entreprise qui commence à mettre en place son API manager, elle crée ce qu'on appelle une API team ou un SecAPI, donc un centre de compétences et d'excellence autour de l'API. Cette équipe-là, elle va avoir un rôle très important parce que elle va avoir à la fois le pilotage de cet asset. On va faire du support de niveau 2. On va avoir quelque part la mise en place de toutes les règles, de toute la documentation sur comment est-ce qu'on doit exposer, quelles sont les règles qu'on veut mettre en place au niveau des interfaces des services. Est-ce qu'il y a un catalogue de données importantes qu'il faut respecter lorsqu'on expose une API. Il va falloir s'assurer que chaque API elle a une documentation qui permet aux futurs consommateurs de comprendre comment l'appeler. Au sein de l'entreprise, il est important de créer une communauté sur les bonnes pratiques, avec des formations internes, avec une validation des API qui vont par la suite être déployées. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle d'une API team qui va être composée d'experts, d'architectes, de pilotes et avec un sponsor parce qu'il faut absolument que l'API manager au sein de l'entreprise soit visible par tous les projets du SI. Plus l'API manager va être utilisé, c'est-à-dire qu'on va réutiliser au maximum les API, plus il devient finalement rentable. Donc là, je vais laisser Nouhaman expliquer un petit peu la mise en place et quelles sont les personnes présentes dans l'API Team chez Franck Finance. Merci Thomas. Alors du coup, je parlerai de la gouvernance des API et de l'API management. C'est arrivé à la fin, mais c'est pas le sujet le moins important. Comme vous le savez, nous, en matière de gouvernance du SI, on aime bien tout voir, vérifier, suivre, plus dans une logique de maîtrise et de prévention des problèmes que dans une logique puriste de contrôle. Loin de là. C'est pas que du contrôle, c'est vraiment une gouvernance qui a sa place. Eh bien, les API et l'API management ne dérogent pas à cette règle-là. Elles font partie de notre patrimoine technologique et méritent aussi une gouvernance dédiée. Parce qu'après les efforts pour construire et déployer une solution de gestion des API, les efforts sont maintenant portés vers la gouvernance, les processus, l'organisation, les politiques de sécurité, et la technologie n'est que la partie émergée de l'iceberg. À long terme, nous, on veut tirer bénéfice de ces efforts-là pour réaliser en amont, que ce soit en termes de normalisation, de regard dans la gestion et documentation. Donc, comme vous le voyez, on a plusieurs acteurs qui sont concernés par cette gouvernance-là. Parce qu'ils font partie prenante de notre écosystème. Les métiers sont partie prenante de cette gouvernance-là parce que c'est avec eux et pour eux qu'on est en train de faire des projets et qu'ils les déploient pour leurs clients. Il y a aussi la partie sécurité. Le RSSI a un rôle hyper important. On a parlé d'authentification forte, on a parlé des failles qui peuvent arriver. Le RSSI a tout son rôle. Il y a aussi les méthodes chez nous à la DSI qui, eux, ils ont un travail de application owner. Ils sont un petit peu le garant de cette cohérence d'ensemble. Technologique, certes, mais aussi une vision d'ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les architectes opérationnels qui sont en train de regarder justement la manière dont on consomme ces API-là, la manière dont on les construit, le design qu'on fait. Et il y a aussi l'hébergeur exploitant qui est GTS parce que voilà, la chaîne de valeur, elle est de bout en bout. On a parlé tout à l'heure de CI/CD, pour la partie DevOps, on a besoin
dans cette logique de DevOps, d'avoir tous les acteurs concernés. Donc, on a mis en place cette API Team au niveau transverse pour qu'elle soit le garant du cycle de vie de l'API, qu'elle soit le garant de la documentation. Je ne sais pas, tout à l'heure, on a parlé de quota et de SLA. Ben, elle a aussi un rôle de suivre toutes ces statistiques-là pour qu'on s'assure que nos partenaires ne vont pas surconsommer nos ressources. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'API, on parle du cloud, tout consomme de la ressource aussi IT. On peut pas, c'est pas un bar, c'est pas ouvert. Donc, il faut maîtriser un petit peu le dispositif, maîtriser sa sécurité. Et ce dispositif-là, il sera central pour plusieurs raisons. 1, parce qu'il faut garantir une évolution de cycle de vie. 2, il faut piloter ce patrimoine parce que c'est un patrimoine important pour l'entreprise. Et troisièmement, il est au service des métiers et au service de nos partenaires. Dernièrement, on l'a pas dit, notre plateforme opérationnelle qui maintenant de 3 mois, on a déjà eu la première fintech qui est montée sur la plateforme. Il s'appelle Monsa. Monsa, quand il est arrivé, le projet a duré moins d'1 mois. Entre le moment où le partenariat a été lancé, entre le moment où on a présenté la documentation du Swagger sur l'API qui va être consommée, c'était consommé, mais il y a un suivi, il y a un pilotage, il y a une orientation, et la documentation est prête. Cette documentation, c'est pas juste un jeu de démarrage, c'est un jeu continu. Il y aura des évolutions, il y aura de la notion de qualité des API. Les développeurs qui vont consommer les API, ils vont nous juger. Il y a une communauté qui va se créer. Si l'API qui est conçue est de mauvaise qualité, ça va se savoir très vite. Et là, tout l'effort qui a été fait, qui a été consommé, il sera un petit peu parti en l'air. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est pas le sujet le moins important, il est central, il arrive certainement à la fin parce qu'il faut avoir de la matière avant de la gouverner. La matière, on l'a aujourd'hui, donc l'API Team, elle est déjà en place avant même d'emborder ou de travailler sur le premier client. Et ça veut dire que c'est des sujets qu'il faut toujours y penser en parallèle des projets et pas à la fin. Voilà, je crois qu'on a fait quand même un tour d'horizon assez large sur le sujet de l'API management et de l'API. Le fait que l'API soit une réponse à une stratégie business et pas une stratégie IT pour l'IT, même si en termes de dissolotage de l'IT, ça peut être aussi une brique qui peut aider les DSI à améliorer le fonctionnement dans un certain nombre d'applicatifs. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que cet API management ne va pas être une surcouche sur le patrimoine, elle fait partie du patrimoine technologique de l'entreprise. Aujourd'hui, certainement, demain, c'est sûr, mais dans le futur, ça sera la plateforme qui va être le hub de distribution des API et ça sera aussi une vitrine vis-à-vis d'entreprises, vis-à-vis de développeurs. Je crois qu'on a fait le tour, on est dans le timing plus ou moins. Il y a pas mal de questions qui arrivent sur le forum. Catherine, comment tu veux qu'on opère? C'est toi qui distribue les questions? Ou Thomas? Non. Je pense que Thomas peut effectivement regarder donc toutes les questions et puis voir s'il peut y répondre ou alors il te laisse toi ou Julien y répondre. Oui, on va rapidement répondre déjà en termes de projet. Qu'est-ce qui a été mis en place en combien de temps? Donc c'est vrai que c'est un projet qui finalement a été réalisé pendant la période de confinement. Ça a été un challenge pour à la fois les équipes Franc Finance, les équipes Société Générale, parce que comme disait Noamen, effectivement on travaille main dans la main avec GTS, là, qui est le gestionnaire du SI de la Société Générale, puisque Franc Finance a fait le choix d'une installation on-premise et non pas une installation dans le cloud de l'API Manager. Donc c'est ça, nous avons commencé ce projet, je dirais, tout fin décembre 2019, dans les premières réunions pour comprendre un petit peu le cadrage qui avait été fait par les équipes d'architecture de Franc Finance, commencer à revoir tous les documents d'architecture, les matrices de flux, parce que il faut les présenter effectivement à GTS pour les faire valider et puis par la suite faire les ouvertures de firewall et tout ce qui est important. Et ce projet, pour notre partie installation, customisation des portails, grosso modo, on va dire que ça a été jusque fin juillet. Alors c'est sûr que c'était pas un projet nécessairement à temps plein. On intervenait par atelier, l'atelier sur la sécurité, l'atelier sur la gouvernance, et puis la mise en production des premières API. Et puis comme là vient de nous annoncer Noamen, une fois que tout ça est disponible, le rendre accessible aux partenaires, et après ça va très vite parce que les API sont accessibles, elles sont facilement testables comme l'a montré Julien, et donc c'est un projet qui a de fin décembre jusqu'à on va dire fin juillet
pour toute la partie finalisation de la customisation des portails, des choses comme ça là. Donc ça a été peut-être un petit peu plus long que prévu au départ, mais aussi parce qu'on a eu l'impact de la pandémie qui fait que nous avons tout fait à distance avec les équipes de France Finance, avec les équipes de GTS, bien sûr Astrakhan et IBM. Nous avions une personne d'IBM aussi qui était présente pour répondre à nos soucis technologiques lorsqu'il y en avait besoin. Ouais. Alors, je vois qu'il y a quand même une vingtaine de questions. Je crois qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je prends quelques-unes rapidement et je vais essayer de les regrouper pour y répondre. Il y a une première question qui dit la position en open banking de France Finance, il est inconnu et pas très valorisé en termes de communication. Je dirais pas comme ça, en fait, il est inconnu parce qu'en fait, on travaille beaucoup en marque blanche. On est plutôt serviceur de place, on est dans l'open banking. Et dans l'open banking, on travaille beaucoup en marque blanche. En fait, on n'a pas vocation à être devant le client. On est plutôt derrière. La banque à service aujourd'hui, c'est une agrégation de services d'une banque, d'une néobanque, d'une fintech au service d'un client. Donc, ce que veut le client voir, c'est plutôt une agrégation de services et pas des marques. Donc, forcément, nous, la marque France Finance ne se met pas toujours en avant. On se met derrière notre partenaire qui lui, fournit le service en notre nom. C'est vraiment de l'intermédiation, mais en fait, le service, il est vraiment assuré par France Finance. Mais la relation client reste vraiment au niveau de la banque ou de la fintech. Première question. Deuxième question sur le fait de le choix du cloud. Est-ce que le fait que le groupe a choisi de partir sur AWS, on a une orientation sur ce sujet-là? Oui, c'est une réflexion. Aujourd'hui, on a fait le choix de faire une installation on-premise parce que on est au début de l'histoire. Du coup, demain, oui, bien sûr, si on doit partir sur le cloud, on partirait de manière concertée avec le groupe sur l'exploitation de la plateforme AWS pour exposer nos API et la manière dont on les conçoit aujourd'hui, ils seront demain cloud ready. Donc, il n'y aura aucun problème à partir là-dessus. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, la techno par la techno, c'est pas l'objectif de France Finance. Il faut vraiment qu'on ait un use case avec un ROI qui est bien justifié pour qu'on puisse investir pour y aller. Maintenant, rien n'empêche dans une démarche prospective de travailler sur ce type-là. Oui, donc bien sûr, il y a des réflexions en cours et qui vont être intégrées dans le plan stratégique qui va arriver dans les prochains mois. Une autre question sur l'Opcrédit, comment ça se fait la coordination avec la SocGen? On est serviceur de la Société Générale aussi. France Finance, c'est le fournisseur de crédit à travers une filiale qui s'appelle Sogé Financement. De crédit, c'est le moteur de gestion aujourd'hui du score, c'est bien France Finance qui le fait. Bien sûr, donc aujourd'hui, on traite Société Générale comme étant notre maison mère, donc de manière un peu spécifique, on a installé une filiale commune, mais aujourd'hui, c'est le même dispositif qui est mis en place par France Finance pour Société Générale, qui est mis en place pour les autres partenaires de la place, on ne va pas tous les citer, on a pas mal de banques équivalentes et d'assureurs qui bénéficient du même service avec un accompagnement, avec un moteur de score. Voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que la chaîne de valeur de France Finance, elle est très large depuis le début. Elle va depuis l'acquisition jusqu'à la gestion de recouvrement. Donc forcément, chaque client et chaque partenaire va choisir la brique qui l'intéresse. Donc on n'est pas en train de vendre un bulk ou bien un dispositif complet. Il est complet certes quand on le veut de manière complète, mais on peut le saucissonner pour choisir qui veut le score, qui veut l'agrégation de comptes, qui veut un autre service de la chaîne de valeur. Et pour le choix d'API Connect, oui, on a fait un benchmark. Aujourd'hui, on est parti sur API Connect à court terme. Rien ne nous dit que dans la cible, on puisse évoluer. Mais pour le moment, on est plutôt dans une phase d'appropriation, de démarrage. Donc, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas écrite et n'est pas finie. Je vais à d'autres questions auxquelles tu peux répondre. Alors, il y a une question sur la nouvelle version, la V10 d'API Connect. Je ne sais pas si Julien, tu as des informations sur la version V10 d'API Connect? Oui, alors il y a des questions effectivement assez pointues sur les fonctions ou les nouvelles fonctions qui sont amenées par la V10. Je n'aurai pas toutes les réponses détaillées, mais effectivement, peut-être pour reprendre ce qui a été dit, le marché des fournisseurs de solutions d'API Management est en train de se consolider au sens où ces solutions commencent à être très très mûres. Alors après, en fonction des contextes et des besoins, les solutions ne font pas tout, ça c'est normal. Donc, je reviens sur un point très important. Effectivement, on ne fait pas de la techno pour faire de la techno. On fait des projets qui apportent de la valeur métier. Et donc, ce qui est clé là-dedans, c'est l'entreprise
son partenaire et le fournisseur de solutions. Donc, je suis mal placé pour dire ça parce que je suis technique, mais c'est fondamental dans ce genre de projet. Maintenant, si on regarde ce que fait IBM sur l'API management, le marché se consolide, mais il y a encore beaucoup d'acteurs. Si on regarde les rapports des grands analystes comme Gartner et tout ça, IBM est toujours placé dans les leaders. Hein. Quand je dis toujours, on y est depuis des années et on y reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas tout, certes, qu'on a une roadmap. Donc la version 10, pour info, elle est sortie il y a 2 mois. Hein. C'est tout récent. Ce qu'on fait, c'est on essaie de donner le maximum de choix à nos clients. On parlait d'Amazon, là, AWS. Ce qu'on essaye de faire, techniquement, c'est que nos clients ne soient pas emprisonnés. Donc effectivement, la solution s'installe à la maison, on-premise, comme on dit. Elle s'installe dans n'importe quel cloud, j'insiste, et c'est supporté par IBM, AWS, Azure, Google, le cloud IBM, parce qu'IBM fournit un cloud, pour rappel, en SaaS ou pas en SaaS, managé ou pas managé. On offre toutes les déclinaisons possibles. Donc pour nous, c'est ça l'important, c'est que la solution soit flexible par rapport aux besoins, comme disait Noaman, qui évolue tous les mois, tous les ans. Donc voilà, je pense que ça, c'est la force d'IBM. Après, on n'a peut-être pas toutes les fonctions à l'instant T, on travaille dessus. Il y a des questions pointues, comme je le disais, je répondrai peut-être offline à ces questions pour préciser certains points. Mais voilà, il y a la V10 qui vient de sortir, donc voilà, juste pour dire qu'on continue d'investir massivement sur cette solution qui est clé dans le portfolio d'IBM. Je ne sais pas, Parfait. Catherine, si on peut encore prendre d'autres questions, d'autres réponses, ou le time is up. De toute façon, vous aurez donc, je parle au conférencier, vous aurez donc l'ensemble des questions avec le nom des personnes et puis on pourra donc y répondre ultérieurement par mail ou par téléphone. Effectivement, quand il y a beaucoup de questions, c'est pas effectivement évident. Je voulais simplement rajouter quelque chose. IBM va faire un webinaire donc le mardi 15 septembre à 13h30, justement sur le sujet APIC V10. Et donc je mettrai donc le lien de cette invitation pour ce webinaire dans l'onglet ressources que vous aurez dans l'onglet replay, pour le lien du replay que vous recevrez demain. Merci. Parfait. Je pense que ça va conclure notre webinaire. Je tiens à remercier Noaman d'avoir été présent à ce webinaire. Et puis, je remercie IBM de nous avoir donné l'opportunité de présenter Astrakhan et puis un cas de mise en place de API Connect chez un de nos clients. Merci à tous et j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions et apporté un peu plus d'éclairage sur la stratégie et sur la technique. Mais voilà, donc on est ouvert à d'autres questions bien sûr et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.